Bonjour à tous, je suis Régis Domergue, photographe et vidéaste. Alors en plus de mes travaux commerciaux, je m'intéresse tout particulièrement à la poésie visuelle, au surréalisme et bien sûr à la montagne qui est à côté de chez moi, le Pic Saint-Loup. Et à l'intérieur de ce travail pour le Pic Saint-Loup, je suis particulièrement intéressé par la faune sauvage et c'est la raison pour laquelle j'ai placé un certain nombre de caméras, des pièges photos, et je publie ensuite ce travail sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Facebook, sur la page Photo Pic Saint-Loup. Cette vidéo est sans doute un peu longue, mais vous connaissez l'astuce. Si cette vidéo est diffusée sur YouTube ou sur un autre player, vous pouvez accélérer la vitesse de lecture de façon à ce que ce soit beaucoup plus rapide. Moi-même, de mon côté, je regarde très souvent des tutos en x1,75 et parfois même en x2, ce qui permet d'avoir le double d'informations dans la même durée de temps. Et au contraire, si des passages vous semblent un peu trop techniques, vous pouvez bien sûr les ralentir pour pouvoir avoir le temps d'assimiler. Souvent, vous me dites que mes caméras semblent meilleures que les vôtres. Alors, pour cela, il y a déjà un premier élément de réponse qui fait que sans doute les caméras, les images que vous voyez et que vous voyez celles de mes confrères également, on ne publie que les bonnes images, les images spectaculaires qui apportent un intérêt. Ensuite, ces images, il est fort probable que vous les regardiez sur votre téléphone et ensuite, vous, vos propres images, vous les regardez sans doute sur votre grand écran chez vous. Donc en fait, là, ça ne peut pas souffrir la comparaison. Donc sur un téléphone, tout est à peu près bon, et par contre sur un grand écran, là, on ne peut plus tricher. Dans ce test, il y a forcément des limites, il y a des paramètres que je n'ai pas du tout testés, notamment la partie photographie. Je ne me suis pas du tout intéressé à ça, puisque moi je ne fais que des vidéos dans lesquelles je vais extraire les images qui m'intéressent, que je vais ensuite optimiser pour en faire des photographies. C'est aussi le domaine, la photographie, où les fabricants font preuve de le plus d'imagination et inventent des caractéristiques qui sont totalement fausses. On annonce parfois des définitions de 64 mégapixels, ce qui est complètement ahurissant, puisqu'en fait les capteurs dans le meilleur des cas font 8 mégapixels, les capteurs 4K, et c'est ensuite de l'interpolation. Il y a un algorithme de multiplication par 8 et donc vous vous retrouvez avec un 68 mégapixels annoncé, mais ce qui est complètement aberrant, c'est simplement de l'interpolation algorithmique. Il n'y a que Zeiss qui a été suffisamment honnête pour afficher dans ses caractéristiques et bien que en fait les caméras, les photos obtenues ne faisaient que 5 mégapixels. Ça, c'est complètement honnête. Cette vidéo n'est pas non plus un mode d'emploi. Il y a trop de caméras, trop de modèles différents. Je ne me suis pas du tout focalisé sur la détection, la distance de détection, parce que ça, c'était vraiment trop hasardeux, trop compliqué, et il m'aurait fallu un protocole beaucoup plus sérieux pour pouvoir le faire. Voilà, il m'aurait fallu des mesures, des distances, que tout par ailleurs soit mesuré, contrôlé et homogène d'une caméra à l'autre, ce qui n'était pas le cas. Le principe est toujours le même. Il faudra régler la date et l'heure. C'est très important pour avoir une information sur les horaires de passage des animaux qui vous intéressent. Ensuite, il va falloir régler la sensibilité à la détection, moyenne, haute ou basse, sachant que ça peut varier selon la saison, voilà, puisqu'en fait, ça détecte les variations de température. Donc là, je ne vais pas vous donner d'informations. C'est à vous de faire des essais. Moi, généralement, mes caméras sont réglées toujours en détection basse pour éviter les faux positifs. Sachez que vous devez faire par exemple un premier choix. Est-ce que je choisis un modèle avec panneau solaire ou avec des piles? Ça, c'est un choix qui vous appartient, sachant que les piles, ça peut être vraiment consommé très très vite. Si vous avez un groupe de sangliers qui décide de passer la nuit devant votre caméra, eh bien le lendemain matin, vous n'avez plus de piles. Si, à contrario, il ne se passe rien devant votre caméra pendant des mois, facilement, les piles peuvent tenir 4 à 6 mois. Donc je me suis vraiment consacré qu'à la partie vidéo en ayant une observation visuelle du résultat. Donc c'est-à-dire la qualité de l'image et l'angle de prise de vue. L'angle de prise de vue, les fabricants en parlent très très peu. C'est souvent confondu avec l'angle de détection qui n'a rien à voir. Souvent vous avez des angles de détection qui sont de 120 degrés, donc ça c'est pas mal. Mais l'angle de prise de vue, généralement, il est de soit 60 degrés, soit 90 degrés. Vous comprenez bien que ça fait des photos très très différentes. Le principe est assez
assez simple. Donc voilà à quoi ressemble une caméra. Donc celle-ci est démontée. Donc c'est un objet de la taille d'une main à peu près, qui est composé de plusieurs parties importantes. Donc la première, c'est l'écran qui va nous permettre sur place de vérifier ce qui se passe, le module de commande et le bac à pile ou à batterie selon les cas. À l'intérieur donc de la caméra, nous trouvons une optique avec le bloc capteur qui est intégré. Vous avez ensuite les détecteurs qui vont permettre eux de détecter en infrarouge ce qui passe devant la caméra, et ensuite des diodes de différentes technologies selon les périodes qui vont de 800 à 900 nanomètres. Bon, bien sûr une carte électronique, et enfin un microprocesseur qui lui va piloter tout ça. Et bien entendu, de la puissance du microprocesseur va dépendre de la fluidité des images et la capacité à traiter de la 4K, de la 2K ou encore moins. A priori, ce sont des caméras qui sont étanches, elles peuvent rester dehors. Parfois, c'est pas très vrai, mais parfois une simple pluie suffit à leur faire prendre l'eau, et parfois une immersion de plusieurs jours fait qu'elles marchent encore. Moi, ça m'est arrivé. Certaines caméras sont munies d'un panneau solaire qui leur permet bien sûr de remplacer les piles. Ça, c'est quand même un sacré avantage, parce que les piles, c'est un gros budget quand vous laissez vos caméras longtemps dehors. Et enfin, certaines caméras ont la capacité de transmettre les images par la 4G, mais auquel cas, il faudra prévoir un forfait. C'est une caméra qui est destinée à être placée dehors, donc elle est bien sûr sujette au vol. Moi, je m'en suis fait voler beaucoup, on m'en a déjà volé 8, donc ça fait partie du risque de cette activité. Donc sachez qu'on peut vous les voler, malgré toutes les précautions que vous prendrez. Voilà. Sur les dernières générations de caméras, il y a des tags à l'intérieur qui vont vous permettre de suivre votre caméra si jamais elle a été volée. Ce test s'adresse surtout à ceux qui prévoient d'acheter une caméra et qui sont un peu perdus parmi tous les choix qui existent sur le marché, sachant bien sûr que ce n'est issu que de mon expérience et que des caméras que je connais. Initialement, ces caméras avaient été prévues et conçues pour les chasseurs. Voilà, donc il y a plusieurs types d'utilisation possibles. Donc ça peut être pour les chasseurs qui veulent savoir où passe le gibier qui les intéresse. Ensuite, ces caméras font l'objet de beaucoup d'attention de la part des naturalistes, parce que ça permettait de savoir aussi sur un territoire, qui était présent sur un territoire, qui passait à tel endroit, à quelle heure, etc. Les photographes aussi les utilisent beaucoup, puisque ça leur permet de savoir auparavant à quelle heure passe tel animal, et ensuite revenir avec du matériel de meilleure qualité, des affûts pour réaliser là des images intéressantes. Il faut parler d'un point important, ce que dit la loi. Voilà, que dit la loi par rapport à ces caméras, à ces pièges photographiques. Alors il y a 3 points essentiels qu'il faut regarder. Le premier, c'est le droit de la propriété, c'est-à-dire que toutes ces caméras vont être placées dans l'extérieur, dans la nature. Donc c'est soit des propriétés privées, soit communales, soit nationales. Voilà, donc ça, il est bon de savoir où vous êtes avant de placer des caméras. Moi, de mon côté, quand je connais le propriétaire du terrain sur lequel je veux placer ma caméra, eh bien, la première chose que je fais, j'essaie de le contacter, lui demander l'autorisation, ou au moins l'informer que j'ai l'intention de poser une caméra chez lui, ce qui en général ne pose pas de problème. Si je ne sais pas, ou si je ne suis pas en mesure de savoir chez qui je suis, moi je laisse toujours mes coordonnées sur la caméra, à l'extérieur ou à l'intérieur, de manière à ce que la personne puisse me contacter pour me faire part de son désaccord ou de son accord pour la caméra. La deuxième chose, c'est le respect du droit à l'image. Il est possible, en utilisant ces caméras, vous photographiez à votre insu des personnes qui passent devant la caméra. Moi, de mon côté, je place toujours mes caméras de façon à en avoir personne, aucun humain, mais il peut arriver parfois de voir passer des jambes, des mollets, voilà, ou des chaussures. Et j'essaie d'avoir personne sur mes caméras, et si j'en ai, malheureusement, immédiatement je déplace la caméra et je la change d'endroit, parce que j'ai pas du tout envie de filmer des gens à leur insu, parce que je trouve que c'est pas correct. Donc voilà, ça c'est à vous de le gérer. Et enfin, 3e point, qui n'est pas gravé dans la loi mais qui me semble important, c'est le dérangement causé à la faune sauvage.
sauvage. Alors on ne peut pas dire que ces caméras ne dérangent pas, ça serait faux de le dire, parce que comme en physique on dit que n'importe quel phénomène que l'on observe on le perturbe, et bien là c'est pareil. Dès lors que vous allez poser une caméra, que vous allez retirer les cartes mémoire, vous allez être en présence sur le terrain, donc forcément il y a potentiellement une perturbation, d'autant plus si ce sont des espèces sensibles. Et enfin, on ne peut pas exclure non plus le fait que les animaux ressentent ces caméras, soit pour des raisons qui m'échappent, mais aussi pour toutes les LED sont soi-disant vendues comme invisibles par les animaux. Ça, j'en doute fortement. Je pense que les animaux les voient. Donc, je pense qu'il y a une part de dérangement. Donc, on peut le minimiser là aussi, et puis réduire peut-être dans le temps l'utilisation de caméras sur un spot donné. Donc, j'ai testé 9 caméras, plusieurs fabricants et en général 2 modèles par fabricant. Et j'ai également comparé avec mon téléphone en utilisant 2 optiques de mon téléphone, le x06, super grand angle, et le x1. J'ai également comparé avec mon appareil photo professionnel, un Z9 de chez Nikon, monté avec un 35 mm 1.2. C'est avec cet objectif que je suis actuellement filmé.
Alors en conclusion, vous voyez que selon votre budget, selon votre intention, vos envies, eh bien, il y a plusieurs caméras qui peuvent vous convenir. Si vraiment c'est la qualité d'image qui prime pour vous, que vous n'avez pas de contrainte de budget, que vous n'avez pas de risque de vol, je vous conseille vraiment la Browning HP5, Elite HP5, parce que c'est celle qui, en termes de qualité d'image, se trouve être la meilleure. Son angle de prise de vue est de 60 degrés, donc ça va vous permettre d'avoir un animal de manière assez rapprochée, et elle filme en 1080p, mais surtout en 60 images par seconde. Donc ça c'est important, 60 images par seconde, parce que ça va vous permettre de faire des ralentis. Elle ne filme pas en 4K, mais c'est pas vraiment un problème. Si vous avez besoin d'avoir des images qui vous sont adressées directement par 4G sur votre téléphone, là évidemment je vous conseille la marque Zeiss. D'autres marques le font bien entendu, mais vous avez vraiment tout le sérieux de la marque Zeiss, donc avec les Sekacam 3 ou 5 qui existent en grand angle ou en normal, parce que il y a vraiment, on sent vraiment qu'il y a un grand sérieux derrière cette marque Zeiss. Si vous choisissez ces caméras-là, il va falloir les assortir d'un forfait. Mon seul regret sur la marque Zeiss, c'est que je trouve que le capteur est un peu en retrait, parce que les images souvent sont moins bonnes que par exemple sur la Browning. Ensuite, vous avez les caméras Garde Pro, avec la A5 et la A50. Alors moi sur la A50 qui est celle qui filme en 4K, j'ai trouvé que 20 images par seconde ce n'était pas suffisant pour de la vidéo. Ça ne fait pas des vidéos qui sont fluides. Alors certes on peut aller extraire chaque image pour en faire des photos, mais en termes de vidéo, 20 images par seconde ça manque vraiment de fluidité. J'ai trouvé également que sur la A50 il y avait un problème de désaturation des images. Alors ça ce n'est pas très grave parce qu'on peut les corriger, mais je comprends pas pourquoi c'est pas fait nativement. Et enfin vous avez la A5 qui a un capteur qui est en 1080p qui peut convenir à la plupart des usages. Moi j'utilise beaucoup la A5 de chez Garde Pro. Et ensuite vous avez les deux autres marques, Wupik et EasyCur, que je n'utilise pas pour l'instant, que j'ai acheté uniquement pour les tests. Alors clairement on voit vraiment la différence entre l'entrée de gamme et le haut de gamme de chacune de ces marques. Par exemple chez EasyCur, entre la IG420 et la IG600, il y a vraiment une grosse différence. La IG420, l'entrée de gamme, il faut vraiment la réserver à des usages où la qualité d'image n'est pas primordiale. Par contre, la IG600, elle, même si elle a une tendance à tirer un peu vers le magenta, ce qui se corrige facilement, a une très bonne qualité d'image en 90 degrés. Voilà, il faut savoir que toutes ces caméras sont en 90 degrés, donc ça fait des champs qui sont assez larges, et donc ce qui peut avoir tendance à repousser un peu vers le lointain les animaux que vous observez. Pour la marque Wupik, pareil, on trouve deux références, la TC02 et la TC22. Même remarque, la TC02 est à privilégier pour des applications où la qualité d'image n'est pas importante. Par contre, la TC22 devient intéressante, toujours avec un angle de 90 degrés. Où acheter ces caméras à présent? Eh bien écoutez, moi j'ai l'habitude d'acheter mon matériel dans des magasins quand cela est possible, parce que vraiment je préfère le contact humain. En ce qui concerne les caméras Zeiss, la 3, la 5 ou la 7, je vous conseille vivement le magasin Photocomédie à Montpellier. Ils sont implantés là depuis des dizaines d'années. Moi ça fait 40 ans que j'achète mon matériel chez eux, et ils sont vraiment super efficaces, super compétents, et c'est toujours important de faire travailler les magasins. Donc voilà, Photocomédie à Montpellier pour les Zeiss. Concernant la Browning, la HP5, je vous conseille vivement le site jama.fr. Donc c'est le site incontournable en France pour la chasse photographique. Vous y trouverez des affûts, des pièges caméra, des protections d'objectifs, des tenues de camouflage super sexy. Voilà. Et puis chez Jama, c'est pareil, ils sont super sympas. Ils sont installés à Millau, et vous trouverez également chez Jama les Garde Pro. Ils sont diffuseurs exclusifs en France de la marque Garde Pro, donc les A5 et A50. Alors certes c'est un peu plus cher que chez Amazon, mais vous avez également le service, le conseil et des êtres humains en face de vous. Concernant les marques EasyCur et Wupik, eh bien ça vous les trouverez très facilement sur Amazon ou sur d'autres sites. Ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ce test vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Merci beaucoup, à très bientôt, bye bye.